et puis quelqu'un de Santé publique France, donc qui est en fait un représentant de Feu l'INPES, qui maintenant a fusionné avec les Prusses et l'INVS. Voilà, mais donc c'est le responsable des baromètres santé de l'INPES. Donc en fait, la particularité de l'équipe, c'est que on travaille en synergie avec les producteurs des enquêtes sur les drogues en général, donc c'est-à-dire Santé publique France ou l'INPES et l'OFDT principalement. Et notre but, c'est de développer des partenariats pour la méthodologie de production, le sondage, les redressements, les questionnaires aussi de temps en temps, et puis la conception et l'analyse des questionnaires. Donc on essaie de développer quelque chose qui soit gagnant-gagnant pour les deux. Les institutions produisent des données qui pourraient servir à la recherche, mais qui sont totalement sous-exploitées pour la recherche, et qui sont de bonne qualité, et elles cherchent à les valoriser. Et nous, en tant que chercheurs, on aimerait bien travailler sur des données qui soient un peu plus orientées recherche et un peu plus valorisables dans des publications scientifiques. Et il se trouve que, alors c'est un peu un hasard, mais c'est aussi le fruit d'une longue collaboration, on a de très bonnes relations avec l'OFDT et l'INPES. L'INPES et l'OFDT, ça fait depuis 2000 en fait qu'on travaille sur les drogues ensemble. On a été dans plusieurs institutions, les représentants de ces différentes enquêtes et organismes, mais on n'a pas cessé de travailler ensemble. Et c'est à la suite de ces longues collaborations que je me suis décidé, à la demande de Bruno Falissard, pour faire sortir des limbes l'équipe qui avait avant, qui était dirigée par Marie Choquet, qui travaillait sur les usages de drogue et la santé mentale des adolescents. Voilà, donc en fait, c'est pas tout à fait un hasard si l'équipe est constituée de gens qui viennent d'institutions aussi diverses, c'est parce que tous ont travaillé soit sur la production des enquêtes, qui toutes comportent un gros volet drogue, soit sur l'analyse de ces enquêtes. Voilà. Je t'en prie. De toute façon, ça va être... Je vais aller vérifier si tu me vois. C'est bien. C'est bien, hein? Bon. Voilà. Donc, alors pourquoi les usages de drogue? Il faut savoir qu'en France, on a une situation très particulière et on a notamment un dispositif d'observation de la population à travers des enquêtes qui est très développé. Enfin, pour ce qui touche de la santé et des comportements de santé, et que avec le baromètre santé qui existe depuis 92. Qui est une enquête téléphonique quadriennale réalisée par d'abord le CFES, ensuite l'INPES, maintenant Santé publique. D'un côté, puis les enquêtes adolescents, des enquêtes scolaires comme l'enquête ESPAD, qui est une enquête européenne dont je vais vous présenter quelques petits résultats, et l'enquête HBSC, une enquête de l'ONU sur les élèves scolarisés de 11, 13, 15 ans, puis l'enquête ESCAPAD de l'OFDT qui travaille sur les 17 ans. En fait, on a une enquête tous les ans pratiquement qui concerne soit les ados, soit les adultes, et qui est réalisé sur des très gros échantillons. Ça monte jusqu'à 40 000, voire 45 000, et qui observe tous ces usages. Et la particularité donc de cette masse de données, c'est que elle est quasiment pas exploitée par la recherche. Donc on a tous participé à la construction de ces données, au début dans un souci de production et de barométrique, en fait, du suivi des indicateurs, et puis après on s'est dit, mais quand même, on dort sur une mine d'or, et on pourrait essayer de faire quelque chose. Donc beaucoup de données, peu de recherche. En fait, on doit être, je pense, en tout et pour tout, peut-être une vingtaine de chercheurs sur les drogues en quantité en France, enfin qui sont vraiment visibles en tout cas. Et alors que le paradoxe, c'est que la France est extrêmement concernée par ces usages. Donc voilà, par exemple, ça c'est les données de la dernière enquête ESPAD, juste pour vous dire. Donc là, c'est l'usage de tabac, qui est en haut. Donc c'est l'usage quotidien dans les 30 derniers jours. Et en plus, dans les pays en gris, c'est les pays qui n'ont pas participé, mais vous voyez que ESPAD, ça couvre beaucoup de pays. Et la France fait partie des plus consommateurs à 15-16 ans. Voilà. Là, c'est l'alcool, au moins un usage dans les 30 derniers jours. Donc c'est pareil, la France fait partie des pays les plus concernés. Et puis le cannabis, là, on fait clairement partie des plus consommateurs. Donc on est à plus de 15%, enfin je connais pas exactement les chiffres, mais je crois que ça doit être 17 ou 18% d'usage dans le mois, voilà, à 15-16 ans. Donc on est un pays extrêmement exposé aux usages de drogue dès le plus jeune âge, et ça se ressent aussi en population adulte évidemment. C'était quand ça? 2015. Voilà, c'est les élèves de 15-16 ans. Voilà.
Donc voilà, bon, pour l'idée, en fait, en France, on est pareil, en population adulte, on fait partie de la moyenne supérieure de l'Europe pour ce qui est de la consommation de tabac. On est un peu au-dessus de la moyenne pour l'alcool, ça a baissé. Il y a 20 ans, on faisait partie des plus gros consommateurs mondiaux, mais ça s'est quand même bien cassé la figure. Et puis, pour le cannabis, par contre, on fait partie des plus consommateurs au monde. Il faut quand même le savoir, que ce soit à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et on n'est pas très loin des États-Unis ou des pays comme ça, quoi. Donc, on est extrêmement exposé. Avec un paradoxe pour la France, c'est que les usages de drogue dure sont plutôt faibles. Ouais, ils sont pas négligeables. Ils sont plutôt faibles si on se fonde sur l'usage de cannabis, par exemple. Il y a des pays où la plupart des pays ordinairement, quand le cannabis est très élevé, les usages de drogue illicites autres que le cannabis, cocaïne, héroïne, etc., sont plutôt élevés. En France, on a une très très nette préférence pour le cannabis. Et voilà, c'est un peu la particularité nationale. Alors, les axes et les thèmes de recherche de notre petite équipe, pour la partie épidémiologie, parce qu'en fait, il y a une deuxième partie qui est le montage des enquêtes et l'aspect véritablement statistique, au sens plus théorique du terme, moins appliqué. Pour ça, j'en parlerai pas. Je vais vous parler aujourd'hui que de ce qui traite de l'épidémiologie. On traite de la diffusion dans le temps de ces trois principaux produits, tabac, cannabis et alcool. On a un axe de recherche, donc c'est surtout moi, mais bon, quand même, c'est la métrologie et la validation d'instruments de repérage, et notamment un truc qui s'appelle le CAST, qui veut dire Cannabis Abuse Screening Test, qui porte assez mal son nom, mais parce qu'en fait ça traite pas de l'abus en tant que tel, mais on n'avait pas trouvé d'acronyme plus parlant, donc ça s'appelle comme ça, et qui est un test qu'on a monté à l'OFDT en 2003, et qui maintenant est un des plus utilisés dans le monde, enfin en tout cas à l'adolescence, pour repérer les usages problématiques de cannabis. Voilà, donc il y a beaucoup de travaux à faire pour vérifier son invariance de mesure à travers les pays, à travers les âges, etc. Ensuite, on a un petit axe qui est drogue et santé publique. Alors là, c'est un peu fourre-tout, mais on fait quand même des choses parce qu'on essaie de valoriser nos données drogue, éventuellement en relation avec d'autres problématiques comme la santé mentale, la violence, des choses comme ça, parce que nos enquêtes sont multithématiques et il n'y a pas que les drogues dedans. Et puis, le dernier axe qui est donc dont je vous parlerai simplement d'une façon programmatique, c'est la diffusion dans l'espace. Je vais vous parler beaucoup aujourd'hui de la diffusion dans le temps et la constitution des inégalités qui y sont associées. Et l'année prochaine vont démarrer les travaux spatiaux. Voilà. Et donc diffusion dans le temps, un peu de métrologie, des choses un peu, disons, je dirais opportunistes, mais pas complètement autour des thèmes de santé publique en lien avec les drogues, et la diffusion dans l'espace. Alors, en France, on a beaucoup de données, c'est vrai, plus que dans pas mal de pays. Mais par contre, comme on est en retard on a commencé à faire des enquêtes après les autres. Et donc, pour les drogues et les premières enquêtes un peu sérieuses, ça a été les baromètres santé, donc on démarrait en 92. C'est une enquête téléphonique qui était de petite taille à l'époque, il y avait 4000 personnes. C'était pas grand-chose. Il faut savoir que autant on sait que les usages de drogue sont présents dans les sociétés de toute la planète depuis extrêmement longtemps, autant les enquêtes quantitatives qui traitent du sujet sont extrêmement récentes. Et on peut remonter aux années 50 pour avoir des choses sur le tabac à grande échelle. Et pour les pays les plus intéressés, les plus concernés par la problématique, c'est les années 80 pour les drogues illicites. Voilà. Et avant, il n'y a rien. Il y a plein de choses en fait, mais il n'y a pas de données quanti bien faites qu'on puisse extrapoler à la population. Et donc c'est un vrai paradoxe parce qu'en fait, si on regarde les autres données, les données fiscales ou comptables, il y en a des tripotées, et notamment pour les données sur lesquelles évidemment les ventes étaient légales et faisaient pour lesquelles l'État prélevait des taxes, donc notamment l'alcool et le tabac, et là on a des mines de données. Et donc par exemple en France, il existe des sources fiscales de comptabilité nationale qu'on peut faire remonter jusqu'à 1804 pour le tabac, avec des ventes annuelles, des volumes et par type de tabac. On peut même remonter plus loin encore sur l'Ancien Régime pour un certain nombre de choses. La comptabilité nationale est pas moins bien établie, mais moins accessible. Il y a quand même des choses. Aux États-Unis, on peut remonter facilement aux années 20-30 aussi pour le tabac. On a des données historiques qui donc représentent des monographies, par exemple. Donc il y a un truc qui est sympa qu'on peut lire qui s'appelle Les Bretons et l'alcool de monsieur Thierry Fillot, qui est très instructif sur la particularité de cette presqu'île
bretonne là-dessus. Pour les drogues illicites, on sait que ça existe depuis extrêmement longtemps, et les anecdotes en France, on en a un certain nombre. Il y a le club des Hachichins en 1844-1849. Donc c'était un club de poètes et de prosateurs et d'écrivains en tout genre qui donc se réunissaient dans un hôtel particulier qui est sur l'île de la Cité, je crois. Je suis pas sûr. Une des deux îles à Paris. Il y a une plaque, on peut facilement trouver, c'est pas du tout caché. Et là, ils se mettaient complètement la tête à l'envers. On peut vraiment le dire, avec du cannabis, mais aussi de l'opium. Et donc, les plus grands poètes français et écrivains de l'époque sont passés par là et ont écrit des tas de choses, plus ou moins sous influence. Un petit peu avant, il y avait Thomas de Quincey, qui était donc un aliéniste, ingénieur Sombon et psychiatre anglais, qui avait écrit les mémoires d'un mangeur d'opium en 1821, qui a été traduit en 1828 en France, et qui parle de son addiction à l'opium. Et là, c'est assez marrant parce que dans ce texte, il y a une première estimation du nombre de consommateurs d'opium dans la société. Et en fait, il fait une erreur qu'on fait tous, il compte le nombre de ses amis et de connaissances qui consomment de l'opium et il extrapole. Et il arrive au fait que tout le monde, ou presque, consomme de l'opium. Ce qui n'était pas vrai, évidemment, mais n'empêche, c'était en vente libre. Et donc, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient dépendants de cette chose. Voilà. Après, il y a des données un peu anthropologiques, médicales et archéologiques, ou agronomiques même, qui portent sur les cultures, notamment, alors les cultures dans tous les sens, la culture des plantes et puis les cultures sociales, autour du chanvre et du pavot. Et là, on peut effectivement s'apercevoir assez facilement que de tout temps, les hommes se sont défoncés la tête, que ce soit avec le chanvre, le pavot, voire même la bière, puisque là, on a remonté à un truc, je crois qu'il y a des archéologues, donc des paléohistoriens, qui ont réussi à dater les premières fabrications de bière au paléolithique, en fait, il y a à peu près 18 000 ans, où dans des résidus de poterie, ils ont réussi à trouver des bactéries et des champignons qui font la fermentation des grains et qui fabriquent de la bière. Donc il y avait vraiment des traces, et puis c'était pas un hasard, il y en avait vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc on sait que ces produits psychoactifs font partie de nos sociétés depuis très longtemps. Et on les a étudiés de façon quanti, seulement depuis peu de temps, quoi. C'est un peu le contraste entre les deux. Voilà, donc si on veut essayer de retracer, en fait, autrement qu'avec ces données de vente, des données fiscales, des données historiques, la diffusion des usages de drogue, en fait, on est vite arrêté dans le temps. Et si on regarde avec les données transversales des enquêtes, en fait, on peut commencer à partir des années 80 et encore. Les bases de données sont plus accessibles. Il y a quelques travaux qui ont été publiés. C'était des choses qui n'étaient pas de grande envergure ni forcément de très grande qualité. Et en fait, c'est plutôt les années 90. Sauf exception pour des séries d'enquêtes dans les pays du Nord. Par exemple, en Suède, ils avaient commencé un peu tôt, à la fin des années 70, et fait quelques enquêtes qui portaient sur ces sujets-là, alors qu'il y avait 0 consommateur en Suède. Ça, c'est... Ouais. Enfin, je dis 0, mais c'est toujours un petit peu. C'est pas vraiment chaud. Pour l'alcool, on continue avec le système de monopole d'État. Pour l'alcool, oui, mais là, il l'avait fait essentiellement pour les questions drogues illicites, même si l'alcool était une préoccupation, mais ces enquêtes-là avaient été faites pour les drogues, et donc au sens illicite, et en fait, il n'y avait pas de consommateurs. Il n'y en a d'ailleurs toujours pas beaucoup. Mais effectivement, pour l'alcool, c'est une autre paire de manches. Donc voilà. Donc du coup, si on veut regarder l'histoire de la consommation des drogues, on est un peu limité. Et du coup, la littérature épidémiologique, en fait, depuis une vingtaine d'années, elle est surtout centrée sur la mise au jour de facteurs de risque contemporains, quoi. Qui fume, comment, de temps en temps, un peu pourquoi, ou pour quelles raisons, mais c'est assez limité. Alors, ça veut pas dire qu'on puisse pas faire des choses très importantes et fondamentales, mais en même temps on manque de recul et on ne sait pas si les choses sont aujourd'hui très différentes de ce qu'elles étaient il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. C'est compliqué. Alors du coup là je vais vous présenter un peu nous ce qu'on a fait. Alors, je dis qu'on a eu une bonne idée parce qu'en fait je crois qu'on était à peu près les premiers à faire ça. On a utilisé des bases de données qui existent. Donc là sur le tabagisme, c'est là-dessus qu'on a le plus travaillé, mais on est en train d'étudier les autres substances maintenant. Donc c'est le baromètre santé de l'INPES, et donc dans le baromètre santé, on a fait poser en 2010 et en 2005 des questions rétrospectives. À quel âge vous avez commencé à faire ceci, cela? Alors ces données-là, la plupart du temps, elles existent dans les enquêtes et elles sont pas exploitées en tant que telles.
Ça sert à donner des indicateurs, mais il n'y a pas d'articles véritablement, enfin en tout cas très peu qui sont produits avec ça. Et l'idée c'est pas de regarder dans le passé. Nous on a utilisé ces données rétrospectives pour regarder dans le passé. Et donc on a essayé de voir si la diffusion du tabagisme était à peu près similaire dans les pays développés pour lesquels on avait des enquêtes comparables. Et il se trouve que on a pu faire venir un chercheur des États-Unis, M. Pampel, et 2 chercheurs d'Allemagne qui travaillent dans un institut privé de psychothérapie, qui sont en charge de faire des enquêtes sur les drogues. En fait, en Allemagne, la plupart des enquêtes, c'est eux. Et on a essayé de comparer en fait l'épidémie tabagique dans ces 3 pays, France, Allemagne, États-Unis, sachant que les données fiscales et les données de vente, par exemple, indiquent que les pics de consommation, enfin en tout cas les pics de vente, ont été atteints à des dates différentes dans ces 3 pays, donc c'est 3 stades différents de l'épidémie, les USA étant pionniers en la matière. Voilà. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est des petites courbes, donc avec un indicateur par homme et femme et par génération, enfin par cohorte, et avec un indicateur d'inégalité pour voir comment se constituent les inégalités au cours du temps. Quelque chose, le seul truc auquel on puisse avoir accès assez facilement dans une enquête rétrospective et non pas prospective, c'est le diplôme, parce que ça change peu au cours de la vie. Et donc là, on a fait calculer un RI, un Relative Index of Inequality, qui est donc, en fait, c'est un odds ratio qu'on applique sur une variable de rang sur les diplômes. On calcule la proportion de gens qui ont au moins tel diplôme, la proportion de gens qui ont au moins tel diplôme en dessous, etc. On fait une variable de rang qui va de 0 à 1. Et on calcule l'odds ratio pour ça, et c'est l'odds ratio, il représente les chances qu'ont les moins diplômés de consommer par rapport aux plus diplômés. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est que comme c'est une variable de rang et que c'est, en fait, on ne travaille pas sur les valeurs absolues des diplômes, mais sur les valeurs relatives, au sens de leur proportion, leur distribution dans la population. Et donc, ça permet de comparer des générations entre elles. Parce que vous savez que avoir le bac aujourd'hui, c'est pas très discriminant. 80% d'une tranche d'âge, d'une classe d'âge a le bac. Il y a 50 ans, c'était pas le cas. Donc avoir le bac, c'est pas la même chose. Donc on peut pas travailler avec le bac en tant que tel, il faut travailler sur la position relative du bac, c'est ce que permet cet index. Voilà, donc là, un OR supérieur à 1, ça veut dire que les moins diplômés surconsomment, et un OR inférieur à 1, c'est que les plus diplômés surconsomment. Voilà ce qu'on a pour la France. Je vous décris brièvement les courbes. Donc là, il y a 4 indicateurs de niveau d'études. Les plus diplômés, là, c'est le code ISCED, c'est un code international. Enfin, je vous rassure, c'est basé sur le nombre d'années d'études. C'est facile. En gris clair, là, continu, c'est les plus diplômés, c'est bac plus 3 et plus. Et en pointillé noir, c'est les moins diplômés, c'est moins que le bac. Enfin, c'est même, oui, pas de diplôme ou moins que le bac. Donc là, vous avez pour les hommes en haut 3 cohortes de naissance. Alors, c'est né entre 46 et 60, 61 75 et 76 92. Les données étant collectées en 2010. Et là, vous avez, pour les hommes, vous voyez qu'au début, les courbes sont assez resserrées, puis elles s'écartent, et ce qu'on voit à la fin, c'est que les plus diplômés sont largement en dessous, c'est l'usage quotidien, et les moins diplômés sont largement au-dessus. Leurs données, c'est quoi? Leurs données, c'est des pourcentages. De consommateurs. De consommateurs, ouais. C'est le passage à l'usage quotidien de tabac au cours de la vie. Vous avez les âges en bas, là, et on reconstitue la vie des gens de 10 ans jusqu'à 34 ans. Voilà, pour avoir une tranche d'âge qui soit compatible entre toutes les 3 cohortes qu'on étudie. Au début, pour les hommes, vous voyez que c'est assez resserré, mais il y a quand même une inégalité. Les plus diplômés sont plutôt en dessous, là. Les moins diplômés sont au-dessus. L'écart, en fait, l'odds ratio, donc l'inégalité, là, c'est 1,53. Génération 2, c'est entre 61 et 75, 3,16, et ensuite 4,97. Donc les inégalités s'accroissent, mais vous remarquez aussi que c'est dû au fait que les plus diplômés voient leur consommation baisser très largement, alors que les moins diplômés voient leur consommation stagner, voire augmenter. Ce qui est quand même assez incroyable. Chez les femmes, on a quelque chose d'un peu différent. Vous avez les plus diplômés pour la génération ancienne qui sont au-dessus, assez largement, puisqu'en fait, l'OR, il vaut 0,57. Donc, la consommation de tabac il y a 50 ans, c'était un truc de femmes éduquées. Et là, ça s'inverse. On a un OR de 2,52 et enfin un OR de 3,68. Donc vous voyez qu'en fait, les femmes, non seulement elles consomment moins que les hommes, on voit que les courbes sont en moyenne plus basses, pas toutes. On peut regarder que par exemple pour la génération récente, là, les plus diplômés ici, les femmes sont au-dessus. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une tendance à la diminution chez les plus diplômés, comme chez les hommes. Par contre, une augmentation très nette chez les moins diplômés. Et on peut voir que les femmes sont
en retard, si on peut dire, d'une génération sur les hommes. Les hommes ici, c'est déjà les moins diplômés qui surconsomment, et les femmes, c'est pas encore le cas. Et elles rattrapent après. Voilà. Ça, c'est la France. Pour l'Allemagne, on a un tableau à peu près similaire, mais les consommations baissent nettement, et c'est beaucoup plus regroupé. Il y a moins d'écart, enfin de gradient d'éducation. Et chez les hommes, c'est à peu près pareil. On passe de quelque chose qui était neutre à quelque chose qui augmente. Voilà. Avec, dans ce pays-là, les consommations qui baissent pour tout, à peu près. Pour tous les groupes, presque. En tout cas. Et aux États-Unis, on a un truc assez marrant. Donc, les États-Unis sont très en avance sur l'épidémie tabagique, et ça se voit bien, puisque les plus diplômés, là, sont déjà largement en dessous du paquet. Pour la première génération. Et là, tous les autres diplômés, enfin les moins diplômés, sont ensemble, et ça ne change pas d'une génération à l'autre. Mais par contre, les écarts entre les plus et les moins diplômés continuent de s'accroître. Voilà. Et aux États-Unis, plus qu'en France, par exemple, on voit une baisse générale de la consommation tabagique, et notamment chez les moins diplômés. Ça a chuté entre ces deux générations-là de façon assez forte, et ici un peu moins. Et chez les femmes, on a le même phénomène, mais pareil, avec un temps de retard. Une inégalité assez forte ici, mais quand même c'est assez resserré, puis ça augmente. Voilà. Donc on a à peu près le même schéma général pour la France, l'Allemagne et les États-Unis, et en fait là c'est résumé avec un tableau de chiffres sur les RI, donc c'est l'index là. Vous voyez, pour la France, pour les hommes, les inégalités augmentent nettement, et pour les femmes, elles se sont renversées 0,79 à 3,41. Et pour les USA, ça augmente, et l'Allemagne, c'est à peu près stable, de façon assez étrange. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a quand même un schéma général. Et en fait, nous, on a travaillé sur ces trucs-là, mais on n'est pas du tout les premiers à travailler sur cette idée de la diffusion du tabac. Ça a été théorisé par la première fois en 1994 par un chercheur qui s'appelait Lopez, Peto, ils étaient trois en fait. Voilà. Et eux, ils disaient que la diffusion du tabac, ils se fondaient uniquement sur des données de pays développés et essentiellement les États-Unis, puisque c'est là qu'il y avait le plus de bases de données. Et eux, ils avaient dit, bon voilà, nous, on va faire on prédit que la diffusion tabagique, elle suit un modèle pour les pays développés, et c'est celui-là. Là, c'est les consommations des hommes, et ça, c'est les mortalités des hommes. Voilà. Donc, un premier stade, il y a une consommation faible, pas de mortalité, et chez les hommes. Deuxième stade, les femmes commencent à fumer, mais moins que les hommes. La mortalité des hommes commence à monter. Troisième stade, on est au pic pour les hommes, mais ça commence à baisser, et on est au pic pour les femmes, et c'est étal. La mortalité des hommes augmente, et la mortalité des femmes commence à être sensible. Et le quatrième stade, la mortalité des hommes est au maximum, la consommation baisse, celle des femmes aussi, et la mortalité des femmes commence à monter, avec un temps de retard. Voilà. Ça, c'était la première théorisation du truc. Alors, c'était une théorisation hyper empirique, il n'y a pas vraiment d'explication sociologique, pourquoi c'est comme ça, etc. Vraiment que descriptif. Ça a été de nombreuses fois révisé, parce qu'une fois que ça a été publié, il y a des gens qui ont essayé de voir si ça collait à leur cas particulier. Donc il y a eu une révision de cette théorie à partir des travaux sur l'innovation sociale et la diffusion des innovations dans la société par un sociologue qui s'appelait Rogers, qui avait écrit un truc en 71, mais ça a été appliqué au tabac en 2003. Donc l'idée, c'est que il faut considérer la position sociale là-dedans, ce que ne faisait pas la première théorie qu'on a vue, puisque c'était simplement le sexe, prévalence de consommation et mortalité. Et en fait, ce que dit Rogers, c'est que pour le tabac, c'est une innovation sociale, ça n'existait pas de tout temps, donc ça s'est imposé d'une façon suivant un schéma classique, qui est qu'il y a des pionniers dominants, entre guillemets. Donc là, c'est les éduqués qui fument d'abord, et ensuite c'est adopté par les moins éduqués. Les pionniers diminuent ensuite pour des raisons de santé, parce qu'en fait, le tabac, il y a quand même beaucoup de communication autour de la santé, et puis comme c'est les plus éduqués qui seront les pionniers, ils sont plus réceptifs. Et il y a une innovation autour de la cessation ou de l'abstinence. Soit on arrête de fumer, soit on se met pas à fumer, pour les plus éduqués. Et les femmes qui sont dominées, entre guillemets, elles sont en retard pour ces deux phénomènes. Donc ça a été un premier truc, on dit oui, ça colle un peu mieux, mais néanmoins, quand même, on s'est rendu compte que les calendriers de diffusion, là, avec les femmes en retard, et puis l'écart entre le pic des hommes et le pic des femmes pour la consommation, c'était pas du tout stable d'un pays à l'autre. Donc il y a d'autres personnes en 2012 qui ont dit non, mais en fait, il faut séparer les hommes et les femmes, parce que deux trucs complètement différents, c'est pas généralisable. Et puis en 2009, il y a aussi quelqu'un qui a dit ouais, mais en fait, la consommation, là, ils disent là que ça baisse. Ils disent pas juste que ça va baisser, mais ils pensent que ça va continuer à baisser et que ça va s'écraser. Et en fait, il y a Dixon et Burnwell qui ont dit non, en fait, il y a un cinquième stade, c'est que ça reste
chez les moins éduqués, les moins favorisés, la consommation reste. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Alors nous, on a retravaillé là-dessus récemment, là, un papier qui vient de paraître, et on a regardé la consommation à 30-34 ans, donc c'est un âge un peu critique, parce qu'en fait, c'est la fin des expérimentations. Les gens, ils se mettent pas à fumer après 34 ans, c'est hyper rare. Et c'est en même temps un âge où on n'a pas commencé à arrêter, vraiment. Ça commence à peine. En France et aux États-Unis. Donc là, vous avez les hommes et les femmes. Vous voyez qu'en France, ça baisse un peu pour les hommes, pour les femmes, ça a monté, puis ça a l'air de stagner. Et aux USA, ça baisse beaucoup pour les hommes, et pour les femmes, mais qui a un temps de retard. Ok. Et là, si on regarde les plus éduqués et les moins éduqués. Donc, en France, vous avez les moins éduqués, bah, c'était stable, puis ça continue de monter un peu, la consommation. Et les plus éduqués, ça se casse la figure. Aux États-Unis, on a un truc, ça a démarré avant la baisse chez les moins éduqués, les plus éduqués là, et ça c'est plus continu, enfin disons ça baisse davantage. Alors que chez les moins éduqués, on voit que c'est un peu plus difficile. Et là aussi, il y a un palier. Et pour les femmes, les moins éduqués, bah, ça a augmenté. Et les plus éduqués, il y a un pic. Et ça baisse en France et aux États-Unis, ben ça a été stable et ça baisse un peu, mais il y a quand même un palier là. Donc si on regarde ces trucs-là, on peut s'apercevoir que autant la baisse, elle est sensible chez les plus éduqués, en moyenne, autant elle est pas sensible, voire c'est le contraire chez les moins éduqués. Et donc du coup, nous on a proposé un petit raffinement en fait à cette théorie là récemment, en disant qu'il fallait y rajouter une composante addictologique en fait, et que les moins éduqués avaient moins de ressources pour quitter le tabac ou faire autre chose. Et du coup, en fait, ils étaient plus addicts d'une certaine façon. Et donc, l'innovation sociale qui consiste à abandonner le tabac, bah, c'est moins simple. Et elle s'applique pas de la même façon aux non-fumeurs et aux plus éduqués qu'aux fumeurs et aux moins éduqués. Voilà. C'est pas grand-chose, hein, mais on peut continuer à travailler là-dessus. Et donc, l'innovation en termes de comportement de santé, notamment cessation ou abstinence, c'est plus compliqué pour les gens qui viennent des milieux moins favorisés. Voilà. Donc ça, c'était une série de travaux. Je vous ai pas tout montré parce on a pas mal de papiers là-dessus. Et notamment, on s'est posé la question de savoir si les inégalités hommes-femmes, elles existaient indépendamment du niveau de diplôme ou pas, et si elles se constituaient au début de la vie d'adulte, à la fin de l'adolescence, pour rester à peu près pareil au cours de la vie, ou si elles évoluent au cours de la vie. On a fait une comparaison France-États-Unis. On peut montrer que, avec les données dont on dispose, en fait, le capital d'inégalité sociale, en termes de diplôme et en termes de rapport de genre, donc comparaison homme-femme, il est très largement constitué à la fin de l'adolescence. Ça bouge plus beaucoup pour la suite de la vie. Voilà. Les écarts peuvent continuer à augmenter, mais ils suivent le même schéma et en ratio, ça revient au même. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment l'adolescence qui a un truc à faire sur le tabac parce que le schéma d'inégalité, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il était acquis à cette époque-là. Après, on s'est posé la question, bon, très bien, ça c'est le tabac, tout ça, facile. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur le cannabis? L'idée du cannabis, c'est, vous savez, enfin voilà, on a vu, c'est consommé depuis très longtemps en Europe et encore plus aux États-Unis, sans parler d'autres pays du monde. Et donc, est-ce qu'on peut voir le même genre de choses, sachant que le cannabis, c'est un produit qui se fume, c'est un produit pour lequel il y a eu aussi pas mal de campagnes et de travaux portant sur les dangers de la consommation. Et donc, est-ce qu'on peut observer une épidémie cannabique de la même façon qu'on a observé une épidémie tabagique? Donc, on a travaillé d'abord sur l'expérimentation, parce qu'en fait, avec le même système de données rétrospectives, en fait, il y a très peu de données qui permettent d'étudier autre chose que l'expérimentation dans le passé. Donc, on a comparé toujours pareil, France, Allemagne, États-Unis. Et là, c'est l'expérimentation. Donc là, c'est la France. Donc c'est les mêmes cohortes que tout à l'heure. Et vous voyez que les plus diplômés ici sont au-dessus pour l'expérimentation chez les hommes. Puis ils sont rattrapés par les moins diplômés et tout monte. Voilà. Et puis là, pour la génération récente, les plus diplômés sont au-dessus. Chez les femmes, on avait une inégalité extrêmement forte au départ. C'était vraiment les plus diplômés qui expérimentaient. Puis il y a un rattrapage et une poursuite du rattrapage, mais pas d'inversion. Là, on est en Allemagne, on a exactement le même schéma, enfin à peu près. Là, c'est les plus diplômés au-dessus. Ici aussi, ils commencent à être un peu rattrapés. Là, ils sont un petit peu rattrapés, même si les inégalités persistent. Et chez les femmes,
eh ben, on a ce schéma-là aussi où les plus diplômés sont au-dessus puis se font rattraper. Dans les deux pays, on observe évidemment une augmentation de l'expérimentation au cours du temps. Et les États-Unis, pour lesquels la consommation est plus répandue et depuis une plus ancienne date, on a quelque chose qui est plus contrasté. Là, les plus diplômés sont au milieu, là, pas tout à fait au-dessus, ils sont déjà un peu en position moyenne haute. Et puis là, ils se retrouvent en dessous et encore en dessous. Voilà. Et chez les femmes, elles étaient au-dessus ici, pareil, elles se font rattraper ici, et là, elles se retrouvent en dessous. Donc on peut voir que les États-Unis avaient encore un temps d'avance, puisque l'inversion des gradients, on la voit se produire, enfin plus tôt pour les hommes ici. Et voilà, vous avez les gradients chez les résumés en France à 0,66. 0,66, c'est-à-dire que c'est les plus diplômés qui consomment, 0,95, 1,49. Pour les femmes, 0,05, 0,41, 0,61. Donc un rattrapage, mais ce qui n'est pas encore effectué. Aux USA, c'est plus marqué. 0,75, 1,15, 1,29, 0,37, 0,70. Voilà, la même chose pour la même. Donc on a à peu près le même genre de schéma que pour le tabac. Sachant que là, par contre, on observe quelque chose de différent, c'est l'expérimentation, et c'est pas parce qu'on a fumé une fois un joint dans sa vie qu'on devient fumeur quotidien de cannabis. C'est deux choses différentes. Donc là, c'est l'accès au produit, en fait, qui a changé, qui suit à peu près le schéma de l'épidémie tabagique. Et alors après, moi, j'ai dit, les gars, maintenant, il faut passer à l'usage quotidien, et tout ça. Et puis là, j'ai été surpris. En fait, personne n'a donné sur le passage à l'usage quotidien. Sauf nous. Parce que moi, j'avais eu l'idée de faire poser cette question-là dans le baromètre 2010. Et donc, je me suis retrouvé avec que les données françaises pour travailler là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent, en tout cas à ma connaissance. Et donc, c'est toujours le même baromètre, hein, oui, c'est assez fructueux, avec 4 questions, on arrive à faire plein de trucs. Et là, c'est l'âge de passage à une consommation quotidienne d'une durée d'au moins un mois. Voilà. C'est pas beaucoup, mais c'est au moins ça. Donc là, j'ai travaillé sur les 6824 expérimentateurs qu'on avait isolés dans l'article précédent pour ce qui est la France. Et on a en fait, parmi ceux-là, on a quand même 1512 personnes qui déclarent avant 34 ans, au cours de leur vie, avoir été fumeurs quotidiens au moins un mois. C'est quand même pas mal. Et on a le même indicateur d'inégalité. Et voilà les courbes que ça donne. Pour les hommes en haut toujours et les femmes en bas. Et ben en fait, on s'aperçoit que les plus diplômés, ils sont là, ils sont plutôt en bas ici. Là, ils sont franchement en bas. Et là, ils sont franchement en bas pour les hommes. Et pour les femmes, c'était déjà en bas. Là, il y a un petit rattrapage, mais en fait, elle reste quand même un peu en bas. Voilà. Et donc, le schéma est totalement différent pour le passage à l'usage quotidien. Ça a toujours été les moins diplômés qui franchissaient le pas. Donc voilà, vous avez les indicateurs d'inégalité au cours du temps. 3,23, 2,73, 2,94, 3,25, 3,38, 4,06. Donc c'est à peu près stable. Voilà. Donc l'idée c'est que voilà, le cannabis, ça suit partiellement une épidémie tabagique, mais en tout cas pour le passage à l'usage quotidien, c'est tout à fait différent. N'empêche, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'aujourd'hui, en France en tout cas, mais c'est vrai dans la plupart des pays, en tout cas France, Allemagne, États-Unis, le cannabis c'est un truc qui est plus expérimenté par les moins diplômés, donc par les couches les plus fragiles, on pourrait dire, et ce sont ces personnes-là qui ont le plus de chances de passer à l'usage quotidien. Et ça, a priori, c'est vrai aussi partout. Tu peux peut-être inverser aussi l'hypothèse que ceux qui passent à l'usage quotidien vont s'arrêter plus rapidement dans les études. C'est quelque chose que cliniquement on voit tous les jours. Alors, en fait, j'ai regardé dans ce papier-là, mais en fait, non. C'est-à-dire que ceux qui sont devenus quotidiens, dans le baromètre santé 2010, ils ont d'autant plus de chances de l'avoir fait longtemps ou de toujours être un usager régulier qu'ils étaient moins diplômés. C'est-à-dire que non seulement les moins diplômés, ils expérimentent plus, ils passent plus souvent à l'usage quotidien, mais ils ont tendance à rester un usage quotidien, ou en tout cas un usage régulier, vraiment régulier, beaucoup plus longtemps que les plus diplômés. Oui, mais néanmoins, tu peux imaginer que ceux qui développent rapidement, enfin qui développent une dépendance et qui consomment tous les jours, vont pas être dans que cette dépendance au tabac est un obstacle à poursuivre les études. Au cannabis, tu veux dire? Oui, pardon. Oui, tout à fait. Mais alors, la causalité, je peux pas. Non. Non, je peux pas savoir. Non, je disais ça, c'est ce qu'on observe, c'est que c'est concentré parmi les gens les moins diplômés. Effectivement, là, pour le cannabis, enfin même pour le tabac, on peut pas savoir, parce qu'en fait, les gens finissent leurs études, font leurs études pendant qu'ils font ces expériences-là et changent de comportement de consommation et deviennent éventuellement quotidiens, c'est vrai. Mais alors, on peut regarder, mais c'est un peu compliqué, mais on peut essayer de voir à partir, de calculer un degré d'étude rétrospectif, en fait.
chaque année, voir s'ils ont passé des diplômes, etc. Et en fait, on obtient à peu près le même genre de choses. C'est pas, ouais, ça change pas grand-chose. Ça, je l'ai pas publié parce que c'est un peu hyper complexe à faire, mais ça change pas grand-chose. Ça complexifie la présentation des résultats d'une façon atroce, mais ça change pas beaucoup de trucs. Ce qu'on peut se dire, c'est que s'il y a la moitié des gens qui fument avant de faire des études ou après, en fait, on a la moitié de ce qu'on observe qui est quand même vrai, quoi. Enfin, tu vois, à vue de nez. Donc c'est pas un truc. C'est vrai que la consommation intensive, c'est pas, enfin, en tout cas le cannabis, c'est pas quelque chose qui favorise la concentration et la réussite scolaire. Ça c'est certain. C'est un investissement. Ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas ça qui explique tout ce qu'on observe, c'est certain. Voilà. Mais je suis d'accord, hein, c'est une limite qu'il faudrait creuser. Mais là, avec les études, les enquêtes rétrospectives, c'est un peu compliqué. Alors l'alcool. Après, l'alcool. Alors l'alcool, c'est un truc aussi sur lequel on avait travaillé il y a longtemps avec les gens de l'équipe là, avant qu'on existe sous cette appellation-là, et on avait travaillé on avait écrit un papier qui était l'alcool devient-il un genre. Et on avait, à partir de données d'enquête et puis aussi de données anthropologiques concernant les pays développés, notamment le Danemark, on avait pu voir qu'en fait, la valorisation de l'alcool avait complètement changé au cours des 100 dernières années, et que autant c'était quelque chose qui était associé à beaucoup de virilité de façon très ouverte et très ostentatoire il y a 100 ans, et c'était très condamnable chez les femmes il y a 100 ans, autant les choses ont un peu changé. Et aujourd'hui, se mettre minable quand on est un homme, c'est pas forcément ça dépend des milieux, mais en moyenne, c'est pas quelque chose de très valorisant, parce que ça prouve qu'on n'est pas capable de gérer ses limites, on est moins maître de soi, on sait que c'est pas quelque chose qui est associé à des positions sociales dominantes, à la maîtrise de son environnement, etc. Donc ça, c'est dévalorisé. À l'inverse, pour les femmes, en partie, l'alcool est devenu un signe d'émancipation et du fait qu'on est un peu l'égal des hommes. Une espèce de rattrapage à l'envers. Et ce qu'on peut observer, c'est que, et c'était l'objet de notre papier, c'est que suivant le milieu social, les écarts entre les hommes et les femmes changent beaucoup pour la consommation d'alcool. C'est vrai aussi pour le tabac et pour le cannabis, mais c'est très très marqué pour l'alcool. Et notamment chez les femmes cadres, il y a assez peu d'écart, chez les cadres, il y a assez peu d'écart entre la consommation déclarée des hommes et des femmes. Et on peut penser que c'est notamment la sociabilité professionnelle et le fait d'être dans un environnement assez masculin qui fait ce genre de choses. Alors, plein de facteurs, mais... Et donc, fort de ces trucs-là, on s'est dit que on devrait retrouver à peu près le même genre de choses sur l'alcool, en tout cas pour certaines consommations d'alcool, parce que c'est un peu plus compliqué l'alcool que le tabac et le cannabis. On devrait retrouver le même genre de schéma de diffusion, c'est-à-dire une consommation très marquée chez les gens, on pourrait dire peut-être éventuellement diplômés, parce que c'était un truc de position sociale il y a longtemps, puis ça baisserait, et puis cette forme de consommation particulière d'alcool, elle serait endossée et plutôt concentrée chez les moins diplômés aujourd'hui, avec les femmes avec un rattrapage. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Le problème de l'alcool, c'est que c'est hyper compliqué. Alors, parce que dans tout ce que je vous ai montré là sur les résultats tabac et cannabis, déjà il y a plein de problèmes. Donc, vous avez parlé du problème de causalité, du fait que la corrélation peut aller dans les deux sens, et c'est très vrai. Ça, c'est un problème. Il y a un autre truc qui est fort, c'est le biais de mémoire. Et imaginez que quand on interroge quelqu'un qui a une 60aine d'années sur son passé tabagique ou cannabique, il puisse se tromper. Alors nous, ce qu'on fait comme hypothèse pour ces deux trucs-là, c'est que l'âge auquel on devient consommateur quotidien, où on expérimente, c'est des âges assez marquants, parce qu'en fait, c'est des rites un peu initiatiques, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a commencé à fumer quotidiennement vers 14 ans, machin, parce que c'est quelque chose qui fait rapidement partie du quotidien et qui change en fait l'image qu'on a de soi aussi, assez vite. Donc on pense que il y a de bonnes raisons de se souvenir de ces choses-là. On peut se tromper un peu, bien sûr, mais assez peu. Après, on se dit aussi que nous, on interroge des gens qui sont capables de répondre, et ils ont moins de 64 ans dans l'échantillon qu'on utilise, là. Et donc, en fait, ils sont très souvent actifs et occupés, et donc sans trop de problèmes de santé. Voilà. Donc, on peut se dire que y a pas, voilà, les gens, ils n'ont pas complètement perdu la boule. Donc, ça doit aller à peu près. Ensuite, il y a un troisième problème, ce serait la mortalité différentielle. Évidemment, quand on étudie le tabac et l'alcool, on peut se dire, ah oui, mais je vais vous interroger qu'en 60 ans, ils ont survécu quand même. Donc, ils sont pas morts d'un cancer du poumon ni d'un cancer du foie, non, c'est vrai.
Et en fait, on a regardé un peu ce que disent les épidémiologistes qui travaillent sur des données différentes et pas déclaratives comme ça. C'est qu'en fait, effectivement, il y a de la mortalité différentielle, mais que entre avant 70 ans et surtout avant 65, c'est un impact relativement limité concernant l'alcool et le tabac. Alors, c'est pas nul, hein, mais limité, et a priori, ça change pas les conclusions. Donc, on est assez confiant pour nos observations concernant le tabac et le cannabis. Par exemple, pour l'alcool, c'est plus compliqué pour plein de raisons. D'abord, il y a plein de formes de consommation d'alcool. Quand on fume des cigarettes, ce qui est quand même la forme la plus dominante de la consommation de tabac, c'est quelque chose de manufacturé, c'est à l'unité, c'est bien fait, voilà. On peut éventuellement les compter, on les achète de façon régulière, tout est standardisé, industrialisé, c'est facile. La consommation d'alcool, à moins d'aller boire tous les jours dans un bar, où la verrerie, elle est standard et on a les mêmes quantités d'alcool avec le même titrage, savoir ce qu'on boit, c'est pas facile. Chez soi, un verre de whisky, ça dépend du verre. Par ailleurs, il y a le volume, il y a le type d'alcool, il y a le titrage, et puis il y a la fréquence de consommation. Il y a les ivresses, et il y a éventuellement l'intention de consommer en vue de parvenir à une ivresse ou pas. Donc tout ça, c'est assez compliqué, et du coup, même le passage à l'usage quotidien, c'est pas quelque chose d'aussi marquant que la consommation quotidienne de tabac. Le tabac, on arrive très vite dans la consommation quotidienne. L'alcool, en général, il faut des années. Et donc, le moment où on franchit le seuil, entre guillemets, d'une consommation quasi quotidienne, consommation quotidienne, il est complètement invisible. Donc, on peut se dire que ça, c'est pas du tout initiatique, c'est beaucoup moins marquant, c'est plus insidieux, si on peut dire, plus progressif, et donc, là, il y a des problèmes de mémoire très compliqués. Et donc, nous, pour nos travaux, là, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille sur quelque chose qui soit assez marquant, et donc, on va travailler sur une forme de binge drinking, parce que là, vous allez voir, la question, elle est assez typée, et donc elle appelle des réponses un peu extrêmes, et donc on se dit que ce sera plus marquant. Et par ailleurs, il y a un intérêt particulier, c'est qu'il y a beaucoup de polémiques autour du binge drinking depuis quelques années, à raison, hein, je pense, quand même, c'est un problème à pas sous-estimer, mais sauf qu'on entend beaucoup parler de choses, ouais, mais vous vous rendez compte, les jeunes aujourd'hui, ils boivent pas du tout comme il y a 30 ans, ça n'a rien à voir, etc. En fait, c'est impossible de savoir. Pour la raison que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a aucune étude qui établit ce que c'était que le binge drinking avant et qui mesure de façon quantitative. Alors je dis pas que les observations des urgentistes, des psychiatres, des addictologues sont fausses, hein. C'est sans doute vrai. Et dans nos enquêtes transversales depuis une dizaine d'années, on observe effectivement l'apparition de ce genre de truc. Mais que c'était extrêmement différent il y a 30 ou 50 ans, alors que la consommation d'alcool était 3 fois plus répandue. Hein. Le volume que consommaient les Français en moyenne, c'était 2 à 3 fois plus que maintenant. Qu'il n'y avait pas de limitation à la vente d'alcool dans les bars et dans les supermarchés, et cela. Donc moi franchement j'ai des doutes sur l'idée que les jeunes avant, ah non, j'ai pas 18 ans, je vais pas boire, voilà, et on s'enivrait plus tard. Je crois pas. Hein. Je crois pas, et notamment quand on lit les monographies comme Les Bretons et l'alcool, on s'aperçoit que, bon, d'accord, ce sont les Bretons, mais quand même, il y avait des initiations familiales à l'ivresse, il y a des choses comme ça, et quand on discute avec des aînés qui racontent leurs fêtes de village, et les fêtes foraines ou les bals populaires à l'époque, enfin c'était quand même largement imbibé, quoi. Donc franchement j'ai des doutes, et donc on s'est concentré pour toutes ces raisons sur une forme de binge drinking. Voilà. Et donc la question, c'est le baromètre 2014, hein, et la question c'est, vous est-il déjà arrivé de consommer des boissons alcoolisées de façon importante pour rechercher l'ivresse? C'est cash. Si oui, à quel âge la première fois? Ensuite on demande à quelle fréquence maximale. Ça va de moins d'une fois par mois à tous les jours ou presque. Et ensuite, on demande à quel âge avez-vous quand cela vous arrivait le plus souvent. Donc on a un âge de début, une fréquence max, et un âge de consommation où c'était le plus souvent. Donc on est capable, c'est pareil, de regarder en fait un début de binge drinking sous cette forme-là, c'est-à-dire de consommation pour rechercher l'ivresse, éventuellement un âge d'arrêt, si on considère que une fois qu'on a passé l'âge où ça nous arrivait le plus souvent, ça va commencer à baisser. Voilà. Et voilà ce qu'on observe pour les hommes. Ouais. Donc là c'est un peu plus plat que pour l'alcool, pour le tabac ou le cannabis. Donc là vous avez les 4 niveaux de diplôme, c'est toujours les mêmes, moins que le bac en gros, bac plus 2, bac plus 3 et plus. Là c'est un peu plat. Et d'ailleurs si on fait un test du Logrange là sur ce truc-là, il n'y a pas de différence entre les 4 diplômes. Pour les plus âgés, c'est toujours pareil, c'est ceux qui ont plus de, enfin j'ai pas marqué, mais ils sont nés entre 46 et 60. Ensuite, ici, là, pour la génération intermédiaire, on a un groupe qui se détache nettement des autres.
Et là, on a un Legrand qui est très significatif. Et celui qui se détache le plus, bizarrement, là, ce sont les plus diplômés. Et enfin, pour la génération récente, 18 à 34 ans, on a quelque chose qui augmente en moyenne et puis des écarts qui se creusent. Enfin, un véritable gradient entre les niveaux de diplôme. Pareil, il y a un Legrand qui est très significatif. Donc, il y a une augmentation très nette du mean ranking au cours des 3 générations. Hein. On a une précocité accrue avec le temps, on peut le tester, oui, c'est de plus en plus tôt que ça arrive. Pas beaucoup, mais quand même. Et on a le RII, donc l'indice d'inégalité, qui varie avec la cohorte. Donc là, c'était à peu près étal, on voit bien, hein, 0,98, moins significatif, tout le monde pareil. Ensuite, 0,54 et 0,33. Donc là, contrairement à ce qui se passe pour le tabac ou le cannabis, on a vraiment quelque chose qui est encore déclaré. Alors, c'est peut-être pas fait que par ces gens-là, en tout cas. Parce que là, on peut suspecter peut-être un biais de déclaration plus fort. Mais en tout cas, c'est déclaré beaucoup plus par les plus diplômés. Voilà. Pour les femmes, on a quelque chose d'assez similaire, mais c'est moins impressionnant parce que c'est plus plat. Voilà. Ça, c'est l'âge du premier binge. Ouais, c'est l'âge. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, on a quelque chose quand même qui ressemble à un développement enfin, l'apparition d'un phénomène. Hein. On n'a pas quelque chose d'erratique suivant les cohortes, mais voilà, c'est un peu plus. Je dis, c'est un peu plus délicat parce qu'à mon avis, il y a plus de biais de mémoire. Il y a des travaux qui ont montré que, par exemple, les tests de repérage de consommation problématique d'alcool, comme le CAGE, le DETA ou l'AUDIT, qui sont des tests courts, en fait, ils sont extrêmement biaisés socialement. Et que, voilà, suivant l'entourage dans lequel on est, donc son niveau de diplôme, etc., ben, on répond de façon très différenciée. Évidemment, si son entourage boit beaucoup, ben, il va faire très rarement des reproches sur notre propre consommation. Donc, on va pas se courir, quoi. Voilà, donc ça c'était pour la diffusion dans le temps, vous voyez ce qu'on essaie de faire. Après, bon, juste pour dire qu'on a travaillé sur des trucs, hein, c'est pas fécond, hein, okay, mais c'est une enquête sur les militaires, c'est assez marrant. Voilà, qui est paru en 2016, sur les séquences d'usage multidrogue et les dépendances actuelles, donc c'est avec des modèles de Markov ou des modèles de trajectoire. Et voilà, et là pour les recherches en cours, donc on est toujours sur cette idée d'histoire, et là maintenant on s'intéresse aux immigrés. Donc en 2010 dans le baromètre, j'avais fait poser plein de questions sur la migration qu'on n'avait jamais explotée. Et en fait il y en a pas mal. On a la nationalité de naissance et la nationalité actuelle d'Ego du répondant, ainsi que celle de ses parents, les 2 parents. Et on a l'âge d'arriver en France si la personne n'est pas née en France. Et donc on peut distinguer, identifier 5000 immigrés, entre guillemets, première et seconde génération, répartis en 10 groupes. C'est des grandes régions du monde, en fait, hein, c'est pas des pays. On n'a pas accès aux détails, mais on a le Maghreb, l'Europe, les DOM, c'est pas vraiment des migrants, mais c'est quand même des gens qui ont bougé, quoi. On a l'Afrique subsaharienne et le reste du monde. Le reste du monde, on peut dire grand-chose, mais en tout cas, on a 4 groupes, là, Europe, DOM et Maghreb et Afrique subsaharienne qui sont très intéressants avec des effectifs importants. 5000 sur combien? Rappelle-nous combien de... Sur 27 000 personnes. En fait, sur 22 000, puisqu'on travaille sur 18 à 64 ans. Donc ça fait quand même pas mal. Et on peut faire des études assez détaillées. Et donc là, on est en train de regarder le lien entre la trajectoire migratoire. Enfin, c'est hyper succinct, parce qu'on a l'âge d'arrivée et la région du monde d'origine, éventuellement. Et l'âge au début et à la fin de l'usage quotidien de tabac. Et c'est assez étonnant de voir qu'il y a des différences entre les groupes migratoires. Certains fumaient beaucoup moins avant de partir et rattrapent les natifs après, des choses comme ça, quoi. Et que la migration a joué un rôle plus important pour les femmes que pour les hommes. Voilà. Donc on est en train de travailler sur le truc. C'est assez compliqué parce que les modèles, comme tout le monde n'a pas migré, c'est un peu compliqué d'identifier les choses. Mais ça donne des résultats qui sont hyper prometteurs et on va présenter quelque chose à l'INED le 5 janvier. Il y a la journée une journée d'une unité de recherche sur l'épidémiologie et mortalité. Si ça vous intéresse, regardez le site de l'INED et il y aura une présentation de ça. On va essayer de faire un papier dans la foulée. Voilà. On a travaillé aussi, là c'est programmatique, sur le baromètre 2017 dont la collecte démarre en janvier. Donc on va demander la même chose sur la migration. On aura 25 000 personnes de 18 à 75 ans. Et on va demander en plus les langues parlées par les parents lorsque la personne avait 15 ans à la maison.
et la langue parlée à la maison avec les parents à 15 ans. Ce qui va permettre de rajouter un truc, ce sera la transmission d'un capital culturel. Si on parle une langue étrangère avec ses parents, enfin si on l'a parlé lorsqu'on avait 15 ans, c'est qu'on avait encore une certaine forme d'influence du pays d'origine, de la culture d'origine, entre guillemets. Et alors, vous pouvez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport avec la choucroute et tout? En fait, dans Escapade, l'enquête sur les jeunes qui se déroule à la journée de défense citoyenneté, là, ce qui remplace les 3 jours, on a posé cette question-là en 2014. Et donc c'est une enquête sur les drogues. Et on a juste donc une ou 2 langues déclarées être parlées couramment à la maison avec les parents. On a tout, hein. On a du breton, de l'occitan, de l'alsacien, tout ça, plein de trucs. Puis on a finalement fait une analyse pour classer les langues en prenant des langues étrangères, hein, surtout comme langue d'intérêt. Et en fait, la langue parlée à la maison avec les parents, toute chose égale par ailleurs, est hyper liée aux usages de drogue. Mais de façon énorme. Et c'est, énorme. C'est, par exemple, quand on parle une langue d'Europe du Sud, italien, espagnol, grèce, ou portugais, on a 60% de chances de plus d'être un consommateur régulier d'alcool que quelqu'un qui ne parle que le français à la maison, quand on contrôle tout. La PCS des parents, le niveau d'études du jeune, s'il a redoublé ou pas, comment il s'entend avec ses parents et tout ça, tous les trucs sociaux qu'on peut contrôler dans les enquêtes d'habitude, il y a un effet culturel hyper fort. Et donc on s'est dit qu'il fallait creuser cette question-là pour notamment raffiner la question des secondes générations pour la migration, parce qu'on peut penser qu'il y a des gens qui sont nés en France et qui transportent une partie, enfin qui a raison, aussi, appris une certaine forme de culture héritée de leurs parents, ce qui est une bonne chose, et ça permet d'expliquer un certain nombre de trucs. Voilà, donc on va poser ça. Et on aura aussi les données rétrospectives concernant l'usage quotidien de tabac, comme précédemment, un petit peu enrichi parce qu'on va pouvoir avoir les cessations intermittentes des tentatives d'arrêt, en fait, et quantifier les tentatives d'arrêt, ce qui va nous permettre de faire une chose toute bête, c'est savoir si combien d'années de consommation sont perdues, entre guillemets, ou sont gagnées, pour qu'on en compte, par rapport à quelqu'un qui arrête tout de suite. Donc, ce qui va permettre de compléter, en fait, la mesure des inégalités sociales, parce que c'est pas le tout le fait de fumer ou pas fumer, mais on peut se dire à quel âge j'aurais arrêté de fumer si j'avais réussi à ma première tentative et combien d'années de consommation j'aurais économisé. Et les travaux, la plupart des travaux sur le tabac montrent qu'en fait, les gens qui sont de milieux moins favorisés font plus de tentatives d'arrêt et ont plus de mal à arrêter que ceux qui sont de milieux favorisés. Et donc là, nous, ce qu'on veut, c'est quantifier ces années perdues, en fait. Et on devrait pouvoir le faire. Voilà, on aura le binge drinking aussi en rétrospectif et l'usage régulier de cannabis. Voilà. Donc on va pouvoir faire un truc qui est difficile à faire, c'est des trajectoires rétrospectives multi-consommation, alcool, tabac, cannabis, et voir l'impact que ça a sur la santé actuelle. Des questions sur les pratiques religieuses? Ouais, en 2010, il y en a, ouais. Ou en 2017, il y en a d'autres? Elles vont pas être reposées en 2017. On ne peut pas tout faire. Mais en 2010, elles y sont, et j'ai commencé à regarder un peu, oui, ça joue. Ça joue évidemment dans le sens... J'avais posé plein de questions, c'est parce que je trouve que ça va vraiment avec ce que vous dites. Ah ben oui, je sais bien, ouais. C'est ça, tu as envie d'avoir tout. Tout à fait. Mais non, on n'aura pas ça. Et alors, pour dernier point sur la localisation dans l'espace, après je vais finir rapidement là, donc on va essayer d'aller vers une répartition géographique fine des usages à l'adolescence. Donc je vous ai parlé de l'enquête Escapade là, donc elle a eu lieu en 2014, 24 000 jeunes âgés de 17 ans. La localisation, c'était le code postal. Alors, en 2000, quand l'enquête a été faite pour la première fois, il n'y avait rien. Je savais pas où les gens résidaient. Voilà. À partir de 2005, on a le département de résidence. En 2004, puis en 2010, on a fait une enquête à Paris intramuros. On avait soit l'arrondissement de résidence, soit le quartier de résidence. Ça, c'est assez étonnant. Donc, par exemple, en 2010, on a 2400 Parisiens intramuros, âgés de 17 ans, et on a leur quartier de résidence, sachant qu'il y a 80 quartiers dans Paris. Donc, on peut faire des cartes hyper fines, c'est assez étonnant. Voilà, donc mais bon, c'était intramuros, hein. Paris seulement. Et là, en 2017, on va faire du code commune. On va demander la commune de résidence, en plus du code postal.
Donc l'idée, c'est qu'on passe de théoriquement 6 000 codes postaux à 36 000 communes. Donc on a un maillage hyper fin du territoire, enfin hyper fin. Pour certaines études, c'est encore bien trop grossier, mais quand même, c'est pas mal à l'échelle nationale. Et on va demander les langues parlées à la maison avec les parents, comme on l'avait fait en 2014. Voilà. Alors donc, pour vous donner une idée, c'est que avec les données classiques, là, c'est les données de l'Escapade 2014, donc c'est au code postal, mais là, il n'y a que la région qui est utilisée. Donc, en gros, le département de résidence. Voilà ce qu'on peut faire comme type de carte, où on voit que là, la Bretagne, ils boivent plus, ils fument plus, Pays de la Loire aussi, voilà. Dans le nord de la France, y compris la région Île-de-France, ça consomme moins, quoi que ce soit. Enfin, on s'attend pas à ça, hein. Ah, je sais, ouais. Mais en fait, c'est vrai chez les adultes aussi. Le Nord consomme moins d'alcool. Ouais. Et ouais. Il y a la bière dedans, ouais, il y a la bière dedans. Non, mais c'est vrai chez les adultes aussi. Hein. C'est dans le baromètre santé, c'est vrai. Et donc, j'avais écrit un papier sur ce paradoxe dans la RESC il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, où on avait comparé les données de mortalité. C'était pas une nouveauté, hein. Et les données d'enquête qui commençaient à être un petit peu précises chez les adultes, et pareil, on a le même paradoxe. Voilà, donc il y a des trucs un peu différents. Voilà, et donc ça c'était, disons, le découpage traditionnel jusqu'en 2014. En 2014, on peut faire des choses un peu plus futées avec le code postal. Donc là, vous avez le découpage avec les arrondissements de Paris, en 4 quarts. C'est parce qu'on a des origines bretonnes, on fait toujours des quarts. Et là, vous avez par exemple l'usage régulier de cannabis. Donc ça sous-consomme ici, un petit peu par rapport à la moyenne. La moyenne, c'est 9,1 à Paris, là c'est 6. Un petit peu plus dans le nord-est, mais c'est pas significatif. Voilà. Pleine commune, donc la partie ouest de la Seine-Saint-Denis. Moi, j'habite là. 5%. Seine-Saint-Denis 69 et Seine-Saint-Denis Est 11%. Voilà. Donc on peut découper pas tous les départements, mais certains départements où il y a beaucoup de noms, on peut les découper en codes postaux, ce qui est déjà pas mal. Sachant qu'un code postal contient des codes communes. Voilà. Donc c'est quand même intéressant là, parce que là ce que vous voyez ce sont les communes en fait. Hein. Voilà. Donc on peut les agréger là sur cette zone là pour en fait c'est disons du point de vue socio-économique, c'est une zone relativement homogène. Avant, on travaillait au département, donc département de la Seine-Saint-Denis, il y a des quartiers assez rupins, pas beaucoup, et puis beaucoup de quartiers très pauvres. Et en fait, donc c'est très contrasté à l'échelle locale. Si vous travaillez à l'échelle du département, vous avez un truc qui est tiré vers le bas par les quartiers populaires pour les indicateurs socio-économiques, mais en fait, vous mettez pas en évidence les contrastes. Avec le code postal, on y arrive un peu plus. Et l'année prochaine, on pourra travailler au code commune, donc ça fera quelque chose d'encore plus fin. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on espère faire des progrès. Voilà. Et puis là, je vous ai mis quelques références des trucs récents qu'on a fait. Ça tire un peu dans tous les sens. Enfin, quand même beaucoup de rétrospectifs. Et puis je vous dis, une autre partie de l'activité, c'est que je vous ai pas présenté, c'est les validations métrologiques et puis la méthode d'enquête, donc beaucoup sur le baromètre santé, mais sur d'autres enquêtes, à Fécond notamment, avec Caroline Moreau, on a fait des trucs pour améliorer les enquêtes téléphoniques, l'enquête virage de l'INET, des choses comme ça. Donc là, on s'intéresse à ces questions d'effets de mesure, est-ce que ça fait quelque chose d'être interrogé sur Internet ou au téléphone, comment on peut faire pour améliorer les enquêtes téléphoniques, etc., etc. En fait, tout ce qui a trait à la production des enquêtes dont on se sert par la suite. Voilà ce qu'on fait. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais répondre à vos questions. Et sinon, si vous voulez en savoir plus sur les drogues, il faut aller voir le site de l'EFDP qui est quand même pas mal, qui s'est bien amélioré ces dernières années. Hein. Et il y a beaucoup de choses publiées avec des cartes, des trucs. C'est pas grave. Voilà. Je vous remercie. Solution. Je parle du coup pour les Merci. Moi, j'ai une question et un commentaire. Il me semblait que Patrick Terry-Kivatel, il avait écrit que dans les classes populaires, fumer, c'était une espèce de, enfin je dis à ma manière, une espèce de façon de manifester
sa différence, Ouais, tout à sa fait. révolte, ou son opposition justement à la règle édictée par les classes dominantes. Enfin, c'est vraiment à ma façon. Et du coup, ça, t'en as pas du tout parlé dans Non. ce que tu observes. Mais on s'en sert pour interpréter les résultats. Ouais. Donc, vous êtes complètement Ah oui, oui, d'accord avec ce... tout à fait. D'accord. Et il y avait une autre chose, quand tu as montré que les femmes, en gros, ce que tu montres, c'est que les femmes des milieux, enfin, populaires aussi, comme ça, apparemment, elles consomment moins d'alcool et que les femmes cadres en consomment plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de déclaration? Parce que les femmes cadres, en définitive, elles ont plus, entre guillemets, honte maintenant de dire qu'elles boivent, alors que chez les femmes des milieux défavorisés, la déclaration est peut-être plus difficile. Enfin, j'en sais rien, c'est une interprétation. Est-ce que ça peut être ça? Ah si, ça c'est ce que je disais, hein, c'est que pour l'alcool tout est plus compliqué et il y a notamment de façon assez évidente des biais de déclaration suivant le milieu social et suivant le genre. Enfin, en tout cas, le croisement entre les deux. Et donc c'est pour ça, ça explique sans doute une partie des effets de convergence des niveaux d'usage ou des comportements d'usage d'alcool suivant l'élévation du milieu social. Chez les cadres, il y a effectivement moins d'écart entre hommes et femmes pour la consommation. Ça peut s'expliquer par une véritable convergence des comportements et ça peut s'expliquer aussi par une plus grande liberté de déclaration des femmes. Dans les milieux populaires, effectivement, c'est assez genré, comme on dit, et plus en tout cas que chez les cadres, et donc peut-être qu'il y a une réticence plus importante à déclarer ce genre de choses. C'est possible. Mais ça, on peut pas le vérifier véritablement. Et tu vois, ça serait hyper intéressant de regarder avec les données que vous allez avoir sur l'origine géographique, Ouais. là, ou culturelle. Parce que ça, on peut imaginer que ça, enfin, justement chez les femmes, ça a peut-être une influence encore plus C'est plus fort. que chez les hommes. Et ça serait intéressant de regarder chez les enfants, enfin, les jeunes filles. Et tu vois comment elles prennent leur indépendance par rapport à ça ou pas. Mais là, le problème, c'est que on travaillera toujours avec les mêmes déclarations. En fait. On va les regarder d'une façon différente, mais on n'aura pas une contre-déclaration faite dans un contexte différent qui assurerait une plus grande confidentialité. Hein, tu vois. Et donc, du coup, si une jeune femme nous dit, oui, moi, je fume du cannabis, par exemple, c'est à partir de ça qu'on va regarder et sa consommation de cannabis, on n'aura pas autre chose. Donc, on ne pourra pas avoir la preuve qu'elle déclare mieux ou moins bien suivant le milieu social ou son origine migratoire ou quoi qu'est-ce. Oui, mais si tu regardes, tu peux le regarder, parce que vous avez quand même des études dans le temps, des études générationnelles, ouais. Donc ça permet en tout cas de réfléchir. Oui, ça donne des éléments, mais voilà, c'est pas. Ce qu'il faudrait, c'est une deuxième interrogation, quoi. Voilà. Et on va en avoir dans le baromètre 2017, il va y avoir un suivi. Donc ça va être une cohorte en fait pour une partie. Une enquête longitudinale, disons, il y aura une relance des fumeurs de tabac. Donc au moins sur les fumeurs de tabac, ils vont être réinterrogés 6 mois plus tard, et on va les réinterroger sur leur consommation d'alcool et de tabac. Donc peut-être que là, c'est un autre contexte. Peut-être qu'on va avoir des révisions des déclarations, c'est possible. C'est juste, tu sais, dans Constance, je crois qu'il y a des questions sur le cannabis. Ouais, très peu. Mais... Non, je m'en fous pas, mais... Non, mais je veux dire, ça peut être intéressant quelqu'un va les exploiter. Je sais pas. Je sais pas. Normalement, je fais partie du conseil opérationnel, mais j'ai pas pu y aller. Ah oui, c'est vrai. Oui, donc, tu pourrais les regarder. Oui, je pourrais les regarder. J'ai deux questions. Une remarque. D'abord, dans l'enquête COSEMIL, qui est l'enquête sur les militaires, je me demandais si je travaillais avec Aurélie. Oui, si, en fait, si. Et donc, il y a des questions sur consommation, donc tu es bienvenue si tu veux les exploiter avec Aurélie. Donc ça, c'est juste un commentaire. Et la question, c'est quand on parle de déclaration d'événements sensibles, etc., moi je travaille sur l'avortement, donc c'est autre chose, mais on n'arrive pas à faire en sorte que les gens déclarent. Par exemple, l'avortement, c'est sous-déclaré 50%. Et donc, il y a des techniques. Et on est en train, par exemple, d'expérimenter ce qu'on appelle la liste expérimentale. Donc, du coup, par exemple, on a une liste de 5 choses que les gens ont vécu. Et dans cette liste, il y a le comportement sensible. Et on leur demande combien de ces événements vous avez vécu.
Et donc, tu as la moitié de l'échantillon qui reçoit la liste avec 5 éléments, dont l'événement sensible, et l'autre partie de l'échantillon qui a seulement 4 événements, et pas l'événement sensible. Et la différence entre les deux, c'est le niveau de consommation. Je me demandais si tu avais essayé ça en parallèle de tes enquêtes pour savoir quel est le niveau de sous-déclaration et qui sous-déclare. Alors non, on n'a pas essayé. Ça fait partie des trucs qu'on voudrait faire, mais là, ça serait dans le baromètre qu'il faut faire ça. Parce qu'on peut, des autres enquêtes, on n'a pas, c'est du papier crayon, donc c'est pas possible de faire autrement. De chercher une autre interrogation qui permette de résoudre le problème facilement. Mais là, dans le baromètre 2017, on expérimente déjà tellement de choses qu'il n'y avait pas la place pour ce genre de choses. Mais ça a des contraintes, ça a des limites quand même, ce genre de choses. C'est, pour les analyses, c'est assez limitant. C'est pas des mesures individuelles. Non, voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est plus compliqué. Mais oui, ça fait partie des choses intéressantes. Alors Aurélie Maillet, qui est donc dans l'équipe, elle est médecin de santé des armées. Et elle a fait des enquêtes pas mal sur les militaires et sur les drogues, et elle a pu montrer que les tests urinaires, c'était quand même pas si mal que ça, le tabac et le cannabis. Mais bon, c'est à l'armée. Que les enjeux sont pas tout à fait les mêmes non plus. Alors, ça varie quand même. L'honnêteté de déclaration de sa propre consommation dans un questionnaire varie avec le corps d'armée dans lequel on est. Donc ça, c'est une indication que même lorsqu'il y a une contrainte pour garder son emploi et être déclaré apte, suivant l'application réelle des contraintes, on peut être plus ou moins sincère. Ça donne des indications sur ce qu'on pourrait avoir dans une enquête en population générale, mais c'est quand même difficile de se... Alors, tes enquêtes m'embêtent, parce que du coup, moi, je fais aussi des biomarqueurs, mais pour les IST, mais ils refusent des tests urinaires parce qu'ils pensent qu'on va tester les dons. Ah bah oui, c'est ça. Donc voilà. Comme ça, t'es transparent. Voilà, non, mais c'est sûr que alors sur le tabac et cannabis, moi, je pense qu'il y a quand même assez peu de, je pense qu'il y a assez peu de sous-déclarations, de mauvaises déclarations, en particulier pour le tabac. Le cannabis peut-être un peu, suivant certains milieux, mais je pense que le plus compliqué, c'est l'alcool. Et c'est l'alcool parce que je pense qu'il y a des sous-déclarations qui sont... soit parce qu'on a honte de déclarer et qu'on ne voudrait pas dire à quelqu'un, je pense qu'on sous-déclare de façon naturelle et on doit sous-déclarer. Ouais. Et voilà, c'est ça. Plus ou moins consciente, et ça, je pense que c'est un peu difficile à corriger. Alors, ce qu'on estime, c'est que si on essaie de faire quantifier les volumes, on n'a même pas la moitié du volume déclaré dans une enquête comme ça. Donc, et par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que cette déclaration, elle varie avec le milieu social, par exemple. Ça, ce serait très bien de savoir ça. Il n'y a pas d'indication particulière. Mais là, on va le faire. Dans le baromètre 2017, c'est un des trucs qu'on va regarder. C'est, on a demandé de deux façons différentes la quantité d'alcool bu lors de la dernière consommation. Et donc, on demande quand est-ce que c'était le dernier jour de consommation, combien vous avez bu de verres, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire voilà, combien de verres. Et ensuite, on demande combien de verres de chacun des types d'alcool. Et du coup, on va confronter les deux. Et ça nous donnera une idée un peu de la sous-déclaration pour l'alcool, mais que sur le volume. Pas sur la fréquence. Le problème, c'est la fréquence, en l'occurrence. Donc, c'est vraiment compliqué, l'alcool. Mais tu penses qu'il y a un lien entre, dans l'esprit des personnes qui sont interrogées, l'idée qu'ils ont de ce qu'est un verre correspond à l'idée que toi tu as de ce qu'est un verre? Dans mon expérience de clinicien, il y a quasiment aucun rapport. Non, il n'y a pas aucun rapport, mais disons, moi j'ai pas l'idée du verre en soi, je l'ai pas, mais non, c'est pas toujours sous-estimé. Il y a, en tout cas, chez les gros buveurs. Ah, chez les gros buveurs peut-être, mais en tout cas à l'adolescence ou dans le public jeune, il y a eu des études qui ont, alors c'est pareil, c'est pas génial, mais c'est interrogé de deux façons différentes, en test-retest à la suite de l'enquête, mais vraiment juste à la suite, pour revenir en détail sur la dernière consommation. Et en fait, il y a un tiers qui a déclaré la première fois en dessous, parce qu'elle redéclare la deuxième fois quand on interroge en détail. Un tiers, c'est grosso modo pareil, et un tiers, c'est franchement au-dessus la première fois. Donc chez les ados et les jeunes adultes, en moyenne, t'es pas mauvais, mais c'est parce que c'est une consommation particulière aussi, hein, les ados. Et sauf qu'en fait, tu sais pas si t'es au-dessus. Voilà. Après, chez les gros buveurs et les adultes, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a une sous-déclaration, mais systématique, je sais pas.
Voilà. Mais de toute façon, moi, je travaille pas avec les volumes. Ça ne se représente pas ce que c'est qu'un verre de 10 grammes. Parce que pour moi, un verre, c'est que dalle. Ouais, bien sûr. Mais là, de toute façon, moi, avec ce que je fais, je travaille pas sur les volumes. Donc, c'est plutôt être capable de se rappeler, avoir bu au moins tant de verres, peu importe la quantité, tu vois, à une certaine fréquence. Donc, c'est pas facile. Vous avez un smartphone? Ouais. Mais bon, pour questionner le passé, ça marche pas. Et puis, ce serait le retour vers le futur. Et puis, en fait, non, c'est pas, enfin, c'est compliqué, quoi. On peut pas, là. Les gens, ils nous donnent 35 minutes de leur temps pour répondre au téléphone. On va pas en plus leur envoyer un truc par smartphone pour qu'ils fassent quelque chose. Le taux de participation, il va être épouvantablement bas, quoi. Donc, c'est problématique. Donc, on travaille sur, la plupart du temps, moi, je travaille sur les fréquences. Est-ce que vous avez bu, pour les 30 derniers jours, de façon quotidienne ou presque, des choses comme ça, quoi. Donc, les contrastes sont bons. Ouais, ça c'est plus solide. Mais bon, c'est pas précis non plus. Hein. Voilà. Et pour le cannabis et les classes sociales, il y a une explication. Pourquoi ce serait la classe sociale la plus défavorisée? Alors, moi, je me dis tout simplement que c'était pas bête, comme c'est illicite, c'est procurer, et en général, il faut procurer. non, alors ça, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est sûr, c'est pas ça. Parce que c'est vraiment très, très, très accessible, le cannabis, partout. Hein. Et les revendeurs, ils savent où est l'argent, et ils vont dans le 16e arrondissement à la sortie des lycées. Hein. C'est pas une question d'environnement, vraiment pas. Donc, non, le vrai truc, c'est que quand on est, en moyenne, quand on est issu de classes défavorisées, qu'on a des difficultés à l'école, etc., on n'a pas de perspective. On a beaucoup moins de perspectives. On est dans un environnement qui soutient moins, qui encourage moins la performance et la réussite scolaire. Et donc, on se projette pas dans l'avenir, en tout cas de façon plus difficile. Et du coup, oui, on sait très bien que le cannabis, ça défonce, que c'est pas super pour les études, etc. Mais de toute façon, les études, dans son environnement, personne n'en a fait. Ses parents, ils sont pas forcément à des postes qui sont très enviables ou des positions sociales très enviables. Et donc, voilà. On n'a pas de limite. Ça, on l'a vu de façon très très nette dans l'enquête Escapade Paris en 2010. On a fait à la fois l'enquête Quanti sur les 2400 jeunes, là, et on a fait une enquête Cali, très contrastée entre des jeunes 17-19 ans du 16e arrondissement et des jeunes du 20e et du 19e arrondissement. Donc des quartiers plutôt populaires, enfin c'était vraiment sélectionné pour. Et la différence de discours était hyper flagrante. C'est-à-dire que dans le 16e, à la sortie de Janson de Sailly, les gamins, ils prenaient de la coke, de fait, ils sont pas tous, hein, mais quand même assez volontiers, etc. Et par contre, ils avaient en tout cas bien volontiers, ils mettaient en avant des motifs d'arrêt et de contrôle de la consommation, c'était la réussite scolaire. Et ils disaient, de toute façon, là, moi, je m'amuse, l'année prochaine, je vais en prépa, c'est terminé, quoi. Et je sais très bien, et moi, je veux faire ça, j'aime mes études, etc. Donc, je fais la fête et je goûte des trucs parce que j'ai l'occasion. Mais voilà, il est hors de question que je rate mes études, etc. Dans le 20e arrondissement, c'était, de toute façon, moi, l'école, j'y vais plus. Machin est là, on attend toute la journée, on fume. Voilà. Parce que de toute façon, c'est compliqué. Tu vas pas, t'as rien qui t'empêche véritablement de le faire. Parce que t'as moins d'activité, moins d'occupation, moins de passion, moins de projections à faire. Je dis pas que c'est toujours le cas, hein. Mais en tout cas, ça tombe assez sous le sens quand même pour expliquer une motivation à contrôler ou pas, ou à s'engager dans la consommation. Voilà. Et ça se retrouve aussi, je pense, à l'âge adulte. À mon avis, quand on a un métier qui est exigeant, qu'on aime et dans lequel on se sent bien, on a des perspectives, je pense qu'on a moins de chances d'avoir. Tout est possible, hein. Mais on a moins de chances en moyenne d'être tenté de faire que fumer ou consommer de la drogue. Voilà. Bien qu'il y ait des métiers quand même où les gens soient à la fois très créatifs ou machin et consomment, hein, ça c'est clair. Hein. On le voit dans ces enquêtes-là. Hein. Les cadres et les métiers supérieurs de la com, par exemple, qu'on arrive à identifier dans le baromètre santé, parce qu'on a assez de monde, la consommation de cocaïne, elle est 7 ou 8 fois plus élevée que dans le reste de la population. La légendaire aussi, c'est plus les hommes ou pas forcément? Non, c'est plus les femmes. Enfin, je me rappelle plus, ça. Honnêtement, j'ai fait ça il y a longtemps, je sais plus. Les deux doivent augmenter. Après, c'est pas sûr qu'ils augmentent dans les mêmes proportions chez les hommes et chez les femmes par rapport à la population générale. En tout cas, ça surconsomme, c'est sûr. Voilà.
Bah, de rien. Merci. Merci beaucoup. Super intéressant.